Salut le Hockey Franco, décor un peu particulier. Aujourd'hui, on n'a pas installé les meubles habituels puisqu'on est, vous pouvez le voir autour de nous, tout simplement dans le vestiaire des Scorpions de Mulhouse. On s'est installé là avec deux joueurs de l'effectif professionnel qui sont juste en face de moi. Damien Rowe, salut à toi Damien. Bonjour. Et Hugues Cruchando, salut Hugues. Salut. Voilà, deux membres de l'escouade défensive de cette équipe de Mulhouse. Alors toi Damien, c'était pas ton poste à l'origine, la défense, ça a été sûrement un travail quand même assez intense et profond de se reconvertir. C'est deux postes qui demandent évidemment une vision différente, un positionnement différent, des priorités différentes aussi. Ouais, après c'est vrai que ça arrivait un peu comme ça. Il y a 3 ans, en équipe de France, où voilà, il y a des blessés en défense et ils m'ont demandé d'essayer. Après, voilà, j'avais un rôle plus centre défensif, donc ça se rapproche pas mal de défenseurs. Et puis ça s'est bien passé. Voilà. J'ai fait la reconversion comme ça l'année dernière avec Gap, ça s'est bien passé aussi. J'ai pas mal appris parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de petits points à corriger. Et puis voilà, c'est resté dans la continuité, c'est bien. Il y a un plaisir particulier à passer derrière. On imagine, on voit toute la patinoire, il y a ce côté vision du jeu qui est très important. C'est quelque chose qui t'intéresse? Ouais, franchement, c'est vraiment complètement différent. Et c'est vrai que j'aime bien aussi, ça aide de voir tout le jeu comme ça. Et ouais, c'est en plus excitant parce que c'est quelque chose, l'impression de refaire un nouveau sport quand on change complètement de position. Et donc, c'est un nouveau challenge que j'ai fait. Et pour l'instant, ça se passe bien, donc je suis assez content là-dessus. Oui, c'est dans cette optique-là que tu as rejoint Mulhouse, c'est pour jouer derrière. Hein, Oui, c'était prévu. Christophe m'a demandé, j'ai dit non, je reste en défense et puis on verra bien maintenant. Qu'est-ce qui t'a plu dans le projet mulhousien qui se construit année après année, j'ai l'impression, avec l'ambition vraiment d'ajouter au moins un élément français majeur tous les ans? Ouais, je pense qu'ils ont une belle politique. Je vois qu'ils veulent vraiment se développer. Ils essaient de mettre des moyens supplémentaires tous les ans, professionnaliser le club au maximum. Donc c'est ça qui m'a plu aussi. C'est un club qui est reparti un peu pas de zéro, mais quand ils sont redescendus. Et voilà, ils ont pris le temps de vraiment de pérenniser les finances et puis qui veut progresser et titiller un peu, on va dire, les gros clubs. Tu as gagné quand même un certain nombre de titres. Est-ce que tu imagines Mulhouse sur la voie d'être capable de faire quelque chose de beau en coupe, en championnat? On sait qu'en championnat, avec la formule notamment à 7 matchs, en play-off et tout, c'est difficile d'aller cogner à la porte des tops équipes, mais la structuration est intéressante. Oui, après, déjà, les coupes, c'est sûr que c'est qu'un match, donc tout peut se passer. Après, en championnat, je dirais que tout le monde a sa chance. Il faut voir, parce que la saison est longue, il y a des blessés, il y a plein de choses, il peut y avoir plein de revirements. Et je pense qu'avec l'équipe qu'on a, on a quand même de quoi faire douter quelques grosses écuries, on va dire. Et donc, voilà, c'est un beau challenge. Et je pense qu'en tout cas, le club a l'objectif de gagner quelque chose. Peut-être pas cette année, mais au moins voilà, dans les années futures. Donc, c'est intéressant. Tu as un certain nombre de caps en équipe de France. Est-ce que l'expérience à l'étranger t'a pas tenté de vouloir sur quelques années faire la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche? On voit qu'il y a beaucoup d'internationaux français qui sont dans différents championnats. Ouais, si, ça m'aurait tenté, mais ça a été compliqué. J'ai toujours essayé, mais il y a quelques années en arrière, les Français n'étaient pas très très bien vus à l'étranger. On se demandait un peu s'ils jouaient au hockey, donc ça prend du temps. Maintenant, ça commence à se démocratiser un peu plus, avec Bellemare qui joue, Roussel, hein, et Vida Costa aussi. Donc c'est vrai que ça commence à aller mieux et beaucoup de jeunes qui s'expatrient, c'est bien. Mais moi, malheureusement, j'ai pas eu l'opportunité vraiment d'y aller. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ouais, tu le gardes dans un petit coin de la tête, ou est-ce que tu es bien là, tu as envie de te poser t'installer dans une équipe qui progresse et qui te permette de voir l'avenir positivement? Ouais, là, disons que je suis plus près de la fin que du début. Donc maintenant, non, je passais à côté. Et puis voilà, c'est fini. Et puis on va continuer avec Mulhouse et puis essayer d'être le meilleur possible avec Mulhouse et avoir, je pense, 2-3 belles années ici. Alors un de tes collègues de cette année, un de tes coéquipiers, ce sera Hugues Cruchando, défenseur aussi. Hugues, tu as connu beaucoup d'années à Strasbourg, qui est vraiment ton club, et puis c'est amorcé en arrivant à Mulhouse, une autre étape de ta carrière, avec aussi le futur en tête et la reconversion. Ouais, déjà je suis parti de Strasbourg, j'ai fait 2 ans à Morzine où j'ai entraîné aussi à Morzine. Et en venant à Mulhouse, j'ai décidé de passer mes diplômes. Donc première année en D1 où c'était plus facile, donc arrêter la Ligue Magnus, pouvoir se consacrer aussi
à des études en parallèle, le CQP. Ça s'est bien passé, on est monté, on a fait champion de France. Du coup, là, avec la Ligue Magnus, c'est un peu plus compliqué. J'entraîne un peu moins que ce que je pensais faire au début, mais on a trouvé une bonne balance, on va dire, un bon équilibre avec le club pour que je puisse continuer à entraîner, continuer à passer des diplômes aussi. Je fais partie de la formation du DE sportif de haut niveau qui a commencé cet été. Donc du coup, voilà, il y a un projet avec Mulhouse et il y a un projet aussi dans le futur pour moi, que ça soit avec Mulhouse ou ailleurs, mais une reconversion possible après. Ouais. C'est vrai que tu as connu les belles années les plus belles années du hockey strasbourgeois, si on parle d'époque contemporaine en tout cas au moins. C'est certain. Vous aviez vraiment un ciment de joueurs français dédiés à la cause, entre guillemets, et qui a permis à ce club vraiment de s'installer pendant un certain temps dans l'élite et de créer quelquefois des belles surprises avec cette finale notamment. Ouais, on avait en fait, nous, quand on s'en reparle, on avait un groupe de potes en fait et on est resté quelques années ensemble. Il y a des pièces qui se sont rajoutées, des pièces qui sont parties, mais à un moment donné, après quelques années, voilà, le noyau dur, on va dire, il a explosé. Donc du coup, c'était aussi pour moi le moment de quitter mon club formateur. Mais ouais, c'était des super années. On a bien rigolé, on a fait ce qu'on pouvait. Voilà, on a eu cette chance d'aller en finale où personne ne nous y attendait. Je pense que même nous, on ne s'y attendait pas. Donc c'était une belle expérience. Et ouais, c'était cool. Quel regard tu portes sur du coup, le travail de formation? C'est évidemment ce qui t'intéresse beaucoup. Tu as travaillé avec les jeunes dans plusieurs clubs. Pour toi, la priorité, elle doit se placer où? On a eu l'occasion de discuter un petit peu avant cette émission. Et c'est vrai qu'on disait déjà les infrastructures, ça peut être une vraie problématique à gérer pour les clubs. Et puis après, au-delà de ça, il faut bien utiliser évidemment les heures de glace à disposition. Ouais, il y a ça, il y a donc les infrastructures déjà, ça c'est une chose, avoir des vestiaires, être capable de pouvoir proposer des entraînements de qualité avec assez de monde sur la glace aussi, donc ça prend en compte soit des bénévoles, soit financièrement que les clubs ils se développent. Ça c'est compliqué. Il y a aussi les heures de glace. Les heures de glace en France c'est un vrai combat. On bataille avec plein d'autres sports, avec les écoles, ce qui surprend toujours les joueurs étrangers quand on leur dit que le scolaire a presque autant de créneaux de glace qu'un club presque, parce qu'ils ont les matinées, je vois pour Mulhouse ici en tout cas, ils ont les matinées et les après-midi. Donc du coup, ouais, c'est les créneaux de glace, c'est compliqué, c'est un peu... faut jongler, faut essayer de proposer un maximum d'heures de glace à nos enfants pour qu'ils puissent se développer. C'est pas tout de leur... Il y a la qualité des entraînements, mais il y a aussi à un moment donné la répétition. Et la répétition, elle vient par rapport aux heures de glace. L'enjeu général, c'est que le hockey soit pris au sérieux, finalement. C'est presque la question de fond sur tout ça. Je pense que l'enjeu général d'un entraîneur, moi en tout cas, les jeunes entraîneurs, parce que j'en ai côtoyé pas mal en formation, je pense que c'est que le hockey français il grandisse. Comme vous l'avez souligné avant, il y a de plus en plus de joueurs qui s'exportent. Donc ça déjà c'est super bien. Et après, voilà, plus on formera de bons joueurs, plus il y en a qui vont jouer dans des bons championnats. Le niveau de la D1, de la D2, ça va augmenter. Le niveau de la Ligue Magnus va augmenter. Et au fur et à mesure, forcément, il y aura ce côté équipe de France qui va augmenter aussi. Donc c'est vraiment... il y a une continuité qui doit être faite des plus petits quand on les recrute jusqu'au milieu professionnel en fait. Alors toi, tu as connu l'équipe de France U20, tu as connu des rassemblements avec l'équipe de France Senior aussi. Damien, toi, tu as connu beaucoup évidemment l'équipe de France Senior. Tu la suis forcément beaucoup et puis probablement que tu espères aussi peut-être encore l'intégrer prochainement et puis participer aux futures belles pages. Les enjeux pour l'équipe de France, pour toi, ils sont lesquels? On a eu l'impression qu'il y avait... qu'il y a une génération qui arrive, qui est très jeune, qui va devoir prendre sa place et sa position, et puis des nouveaux leaders. Ouais, après, voilà, cette année déjà, il y a déjà une belle transition avec l'arrêt de Laurent Meunier et puis Christophe Baluette.
Ça s'est bien fait, l'intégration des jeunes, ils ont vraiment prouvé ce qu'ils pouvaient faire, champion du monde. Donc voilà, il y a une très belle génération qui arrive et je pense le futur, en tout cas de l'équipe de France, c'est de rester le plus longtemps possible groupe A et aussi, on va dire, essayer de viser les quarts de finale le plus régulièrement possible, même si pour l'instant c'est encore du travail parce qu'il y a vraiment de grosses nations devant, mais c'est au moins de se pérenniser dans le groupe A et puis que ça se popularise un peu pour que les médias continuent à suivre et puis voilà, quoi. Ouais, ça a dû te faire plaisir de voir deux jeunes défenseurs intégrer l'équipe de France et prendre plutôt bien leur place. C'était assez rare en fait finalement dans le quotidien de cette équipe de France, année après année. On avait du mal à voir émerger, on ne savait pas trop. Et là, il y en a deux, voire trois. Il y en a un troisième qui n'est pas très loin peut-être d'intégrer cette équipe-là. C'est un des challenges à votre poste à tous les deux, la défense, qui reste quand même un vrai enjeu national, on a envie de dire, pour passer un cap aussi à ce niveau-là. Ouais, bien sûr. Après, c'est vrai que les jeunes, là, ils ont très très bien joué. Ils étaient super confiants. Voilà, ils ont montré ce qu'ils étaient capables de faire. Et puis, pas de stress particulier. Donc ça, c'était vraiment très positif. Après, l'attaque aussi, ça va être important parce que des joueurs comme Roussel, Bellemare ne sont pas forcément disponibles. Donc il faut aussi des joueurs de talent et des cadres un peu, entre guillemets, qui puissent être là au besoin. Donc c'est vrai qu'il y a besoin de renouveler, entre guillemets, pas toute l'équipe, mais une partie des leaders, et puis voilà, quoi. Le point positif, on sera d'accord, je pense tous les trois là-dessus, c'est que la concurrence est considérablement accrue en équipe de France. On parlera tout à l'heure un petit peu avec Yorick Trey, tous les deux, qui n'a pas disputé les championnats du monde en France. C'était inimaginable quelques années avant, et ça c'est un vrai point positif. Je pense qu'on peut s'accorder là-dessus, que le fait qu'aujourd'hui l'équipe de France, on ne fait pas la liste facilement, quoi. Et Philippe Boson, le nouveau sélectionneur, va avoir des vraies migraines pour certains postes, je pense. Ouais, mais c'est bien. Moi, je trouve que c'est ça qui va faire progresser encore plus l'équipe, c'est que voilà, il n'y aura pas de poste établi, aucune garantie. Et puis, à part pour 2-3 joueurs, parce que voilà. Mais sinon, tout le monde a sa chance et ça va donner peut-être l'occasion à d'autres aussi de se montrer et de dire qu'eux aussi ils peuvent passer là, quoi. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été mes invités et puis d'avoir partagé sur tous ces sujets très intéressants. Bien sûr, je vous souhaite et on vous souhaite le meilleur pour la suite. Et puis, on va retrouver Frère Marc tout de suite qui va nous raconter une nouvelle page de l'histoire du hockey français. Des hockeyeurs de NHL en France, il y en eut, et il y en eut très tôt. Le premier de tous date de 1921-1922, quand Jerry Geran, le premier hockeyeur américain de la NHL, arriva à Paris, où il passa un peu plus d'1 an. Mais par contre, des vainqueurs de la Coupe Stanley, il y en eut bien peu. Et des vainqueurs de la Coupe Stanley, champions de France, il n'y en eut qu'un. Celui-là, bien sûr, c'était Steven Reinprecht. Nous étions l'année du lockout en NHL, où la Ligue ferma pour conflit salarial entre joueurs et propriétaires. Les hockeyeurs de NHL cherchaient des terrains de débarquement en Europe. Or, Reinprecht avait passé quelques étés à Paris, où son épouse scandinave travaillait pour la maison Christian Lacroix. Il choisit donc la France et arriva à Mulhouse. Dans cette équipe, il fut bien vite le plus grand joueur, le meneur de jeu, la vedette, et il amena Mulhouse au titre de champion de France. Sportivement, ce grand professionnel qu'est Reinprecht ne laissa que de bons souvenirs. Malheureusement, les souvenirs de ce titre furent suivis d'une grande gueule de bois. En effet, le contrat amateur de Reinprecht n'était pas tout à fait une réalité, mais plutôt un mythe. Bien sûr, il n'était pas venu pour l'argent, celui qui a gagné plus de 15 millions de dollars durant sa carrière NHL. Néanmoins, il y avait quand même une rémunération versée via ses agents, via une agence de com. Et lorsque le poteau rose fut découvert,
Mulhouse fut invalidé pendant l'été et, par l'obstination de son président, dut même vivre 1 an sans hockey avant de pouvoir repartir du bas de l'échelle. La star est passée comme une comète, mais on se souvient toujours de lui. À bientôt, mes chers frères, pour une autre histoire du hockey français. Salut le hockey franco, c'est Fred. On se retrouve jeudi pour la suite de l'émission avec Christian Eriksson et Mark D. Svensson, président du club des Scorpions de Mulhouse. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne. Et activez la cloche si vous voulez ne rien louper. À la prochaine!